Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question assez dense mais vraiment fascinante, celle de l'identité à notre époque. Allez, c'est parti! Dans ce monde rempli d'avatars numériques, de profils en ligne, où est-ce qu'on trouve notre vrai soi? La question est plus pertinente que jamais, non? Eh bien, le document qu'on analyse aujourd'hui propose une réponse assez radicale, et pour ça, il nous embarque dans un voyage historique vraiment surprenant. En fait, cette quête du soi, elle ne date pas d'hier. Ça fait des siècles que les penseurs essaient de mettre le doigt dessus. On est passé de l'idée du soi comme une image sur une toile, au soi dans l'esprit avec la psychanalyse, puis comme un fantôme dans la machine avec l'informatique, pour arriver aujourd'hui à quoi? Au soi niché au cœur de notre code génétique. Alors, pour comprendre tout ça, il faut remonter le temps. Loin en arrière, il y a plus de 600 ans, avec une révolution artistique qui a littéralement changé notre façon de voir le monde, et surtout de nous voir nous-mêmes. Imaginez, pour la toute première fois, on avait une méthode presque scientifique pour représenter le monde en 3D sur une surface plate. C'était comme un miroir tendu au monde. Et ça a créé une nouvelle manière de penser le soi, comme quelque chose qu'on peut observer de l'extérieur, comme une image objective. Et puis, des siècles plus tard, hop, la psychanalyse arrive et pousse le bouchon encore plus loin. L'idée, c'est que le vrai soi, il n'est pas vraiment à l'extérieur. Non, c'est une image qu'on construit à l'intérieur de notre esprit, dans notre propre caverne neurologique, pour ainsi dire. Cette analogie avec la caverne de Platon, elle est parfaite pour ça. On passe notre temps à interagir avec des ombres, des projections mentales, et non avec le monde brut. Alors, une question se pose. Si le soi n'est une image dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait du corps? Bon, avançons rapidement jusqu'au XXe siècle. Et là, c'est la technologie qui va s'emparer de cette question du corps. Mais attention, la réponse qu'elle apporte va créer une toute nouvelle forme d'angoisse pour notre sentiment d'identité. L'idée qui commence à émerger, c'est celle d'un futur un peu cyborg, où notre conscience pourrait être transférée, absorbée par la machine. Mais au prix de quoi? Au prix de notre corps physique, de nos pulsions, de nos désirs. Tout ça risquant d'être complètement lissé, voire effacé par la technologie. Ok, donc on s'est un peu perdu dans les images, dans les fantômes virtuels, et c'est là que la science va proposer un grand retour aux sources. Un retour au concret, au physique, à quelque chose d'indéniablement réel. Et ce quelque chose de réel, c'est bien sûr notre ADN. La génétique moderne nous met littéralement entre les mains une part tangible, physique de nous-mêmes. Ça ressemble enfin à une encre solide pour l'identité, non? Plus une image, plus un fantôme, mais le plan biologique de notre corps. Oui, et c'est là qu'on touche au cœur du problème soulevé par notre source. Un échantillon d'ADN anonyme dans un tube, est-ce que c'est vraiment soi? Au fond, un code sans nom, ce n'est qu'un objet. Alors comment est-ce que ça peut devenir une partie de notre identité? Et la réponse proposée par le texte est surprenante. La solution ne serait pas scientifique, mais symbolique. Tout tiendrait en un seul acte. Un acte simple, mais totalement délibéré. Alors pour bien comprendre, la théorie décompose notre identité en 3 grands piliers. D'abord, il y a le réel, ça c'est notre corps, notre ADN, le concret. Ensuite, le symbolique, notre nom de famille, notre place dans la société. Et enfin, l'imaginaire, l'image qu'on a de soi-même. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, ces 3 piliers, ils ont tendance à être un peu déconnectés les uns des autres. Et c'est là que l'argument devient vraiment fort. Un seul acte permettrait de reconnecter tout ça. Lequel? La nomination. Le simple fait de nommer. Le cheminement est assez simple en fait. Étape 1, on part du concret, du réel, notre ADN. Étape 2, on y attache notre nom, qui relève du symbolique. Et étape 3, cet acte, ce lien concret, vient renforcer et valider notre image de nous-mêmes, le moi. C'est un acte d'appropriation. D'un coup, l'échantillon anonyme devient mon ADN, on intègre la biologie, le social et le psychologique. Et là, on a une critique assez directe de la psychanalyse traditionnelle. Pendant longtemps, l'encre de l'identité, c'était ce qu'on appelait le nom du père, une sorte de fiction symbolique transmise par le langage. Ce que la source avance, c'est que ce nom du père n'était en fait qu'un substitut, si on veut, d'une réalité biologique qu'il masquait, le chromosome Y, le vrai transmetteur matériel. Bon, tout ça peut paraître un peu philosophique, un peu abstrait. Mais concrètement, quels sont les enjeux? Pourquoi est-ce que ça importerait de faire une chose pareille? Eh bien, les implications sont assez profondes. D'abord, ça ancre l'identité dans une réalité biologique et pas seulement dans une fiction sociale. Ça vient aussi bousculer les structures de pouvoir traditionnelles qui sont basées justement sur ces noms symboliques. Ça nous offre une vision de nous-mêmes beaucoup plus incarnée, plus connectée à notre corps. Et, au final, ça permettrait de construire une identité moins dépendante de l'autorité extérieure.
Et ça nous laisse avec cette question, une question assez provocatrice pour finir. Est-ce qu'en refusant de nommer notre propre ADN, on ne condamne pas notre identité à une sorte d'errance imaginaire? Dans cette quête d'un soi authentique, l'argument final de la source est que l'outil le plus puissant est peut-être déjà là, en nous, dans nos cellules, attendant simplement qu'on lui donne un nom.